On a commencé avec un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. On est arrivé aujourd'hui à 2 milliards 300 000 en 20 ans. Mais tout a été doucement, sans folie, sans trop de risques. J'ai envie, ne dites pas. Ça a toujours été ma politique, je réfléchis jamais. J'ai envie, j'achète, et après je vois après. J'ai jamais fait d'erreur pour l'instant. J'ai senti les choses. Donc on a créé le GIE, qui est quelque chose de très fort, que beaucoup de gens nous envient, parce que c'est un truc qui marche. Et avec ça, on fait des contrats. Qui est finalement le patron de tout ça? C'est le GIE. J'adore Air France. Air France, c'est ma compagnie préférée. Ils ont un patron exceptionnel, ils ont des cadres exceptionnels. Le seul problème que j'ai avec Air France, c'est comment arriver à leur faire comprendre qu'on existe et que nous, on est des alliés d'Air France et pas des ennemis d'Air France. Bonjour à tous. Dans le secteur du tourisme, certains l'appellent le serial acquéreur. En une vingtaine d'années, il a transformé une agence familiale lyonnaise en un véritable géant du voyage. Son groupe, Marieton Développement, rassemble aujourd'hui des marques incontournables comme Havas Voyage. Mais il est aussi président du réseau Selectour. Visionnaire pour les uns, trop prudent pour les autres. Il n'hésite jamais à dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Aujourd'hui, c'est Laurent Abitbol qui embarque avec moi dans Classe Affaires. Attention au décollage, ça va bouger. Laurent, bonjour. Bonjour Bernard. Écoute, je suis ravi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je démarrais cette série Classe Affaires avec Valérie Bonnède et je te promets qu'à la fin de son interview, elle m'a dit « Si tu devais faire quelqu'un, c'est Laurent ». Et ça m'a fait plaisir parce que je sais que ton emploi du temps est chargé et qu'aujourd'hui, tu es là. Merci. Je suis très content d'être là. Bon, c'est parfait. Laurent, tu as démarré ta carrière dans l'entreprise familiale lyonnaise. Quel souvenir tu gardes de tes premiers pas professionnels? Écoute, on avait un bureau de 10 mètres carrés, 15 mètres carrés, Voyamar, qu'on a lancé Voyamar. Mon bureau était sous un escalier, donc je devais me baisser la tête pour aller dans le bureau. Et puis, j'avais pas de salle de réunion. Donc, la salle de réunion était chez le bar à côté. Je recevais mes clients, mes fournisseurs au bar. Et quand le client appelait, une agence de voyage appelait, j'avais mon casque sans fil et je répondais en même temps. Donc, je faisais toujours 3 choses à la fois et c'était mes premiers souvenirs dans le métier. Et j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Hein. Et comment agissait ton père par rapport à cela? Parce que ton père, justement, lui, avait cette agence à Lyon. Eh ben, on se partage le travail. Mon père et mon oncle s'occupaient de l'agence de voyage et moi du tour opérateur. Ah, donc déjà, tu avais lancé avec ton père la partie de operating que tu gérais. Exactement. Voyamar, c'est Voyage Marieton. Parfait. Voilà. Tu es parvenu à transformer cette petite entreprise familiale en un acteur majeur du tourisme en France. Ça s'est passé comment? Alors, le premier choc était en 2001. Tu te rappelles quand les avions sont tombés? Oui. Il y a un copain à moi qui avait une compagnie aérienne qui s'appelait Air Méditerranée qui m'appelait « Laurent, il y a des coups à faire énormes sur les avions. » Quoi à faire sur les avions? Ils tombent, les avions. Je peux avoir un 737-500. Au lieu de payer ça 500 000 $, je peux avoir 50 000 $ par mois. J'ai dit « Ah bon ?» Eh ben, 10% de sa valeur mensuelle. Voilà. C'était le 11 septembre à 21h heure française, 22h heure française. Et je lui dis, mais par contre, il faut une caution d'1 million de dollars. 1 million de dollars. 1 million de dollars. Je me croyais dans un film américain. C'est américaine. Alors, et puis, tu connaissais bien cette personne? Oui, très bien. Voilà. Un génie. Voilà. Un génie. Tu ne pouvais pas avoir dans ton loupe, quoi. Non, un génie. 1 million de dollars de caution bancaire. Alors, mon père me dit, ça va pas, mon père. Il était fou, là. Ton oncle, pareil, t'as dit... Retourne sur ton escalier. Mon oncle, plus cool, il m'a dit... écoute, Claude, écoute ton fils un peu, il a de bonnes idées, on sait jamais. On va avoir une banque, et la banque San Polo, c'est une banque française, et ils m'ont dit, la banque, OK. OK pour 1 million de dollars? Ouais, de caution. De stand-by, première demande, caution. Et j'appelle, donc, on appelle le loueur d'avion, Tyco à New York, pas de banque brésilienne. C'était pas brésilien, là, c'était français. Bon, bref, ils auraient voulu savoir. Après, on a demandé au Crédit Agricole, qui m'ont dit non au départ, parce que les pauvres, ils sont tous morts dans la tour. Ils sont tous morts. Et donc, ils ont dit oui après. Je te dis la vérité, en 24 heures, on a eu cette caution d'1 million de dollars. On a signé cet avion, Antoine Ferretti a signé cet avion, et 15 jours après, il atterrissait à Saint-Exupéry avec Logoté Voyamar. Logoté en plus. Logoté Voyamar, évidemment. Tout petit, mais c'est un truc extraordinaire. Combien il y avait de sièges? 130 sièges. Le prix de l'avion ont été le 12 septembre. Le 15-16 septembre, c'est remonté à 500 000 $. On a fait un coup énorme. Extraordinaire. Et vous aviez signé pour combien de temps pour cette 3 ans. 3 ans. Donc pendant 3 ans, j'ai lancé des destinations Tunis, Monastir, Djerba,
Dakar, Marrakech et je crois que c'est tout. Sur quels critères, justement, tu avais choisi ces destinations-là? On était forts déjà, voyez, on était Oui, connus là-bas. très connus, de toute De façon, là-bas, en on était Tunisie, connus, donc non, c'est ça. Donc j'avais des prix qui étaient bien moins chers que tout le monde, puisque l'avion était bien moins cher. Mais ce que j'ai fait, j'ai pas fait un prix moins cher, parce que je pense que brader le voyage, c'est une mauvaise chose. J'ai fait un peu moins cher, et ma marge était énorme. C'est là où a commencé l'aventure du groupe Mariton. La transmission familiale, c'est une priorité dans l'esprit avec ton parcours. Tes parents ont ouvert la première agence de voyage. Aujourd'hui, tu travailles avec tes frères. Pour toi, c'est quoi le modèle idéal? D'abord, il faut savoir que tout est dans la gestion. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut savoir grandir doucement. On a commencé avec un chiffre d'affaires de 1 million d'euros. On est arrivé aujourd'hui à 2,3 milliards en 20 ans. Mais tout a été doucement, sans folie, sans trop de risques. Je ne pouvais pas mettre en risque la création de mon père et mon oncle. Donc il fallait doucement. Et puis il y a une chose qui s'est passée en 2007. J'étais au bar à Lyon, je ne sais pas si vous connaissez le négociant à Lyon, Oui. un bar lyonnais, et puis je parlais avec mon frère, c'est bien, on faisait un petit EBITDA sympa d'1 million d'euros, c'est énorme, petite agence, c'est bien, puis il faudrait grandir. Puis il y a un monsieur qui est à côté de moi, Bertrand, c'est mon agent maintenant, c'est mon agent qui s'occupe de mes affaires. C'est comme les footballeurs, les artistes, j'ai un agent, on leur donne, pas 10%, c'est beaucoup, un peu moins, mais ils s'occupent de nos affaires. Et il m'a dit, ça vous intéresse pas qu'un fonds rentre chez vous, là, tout ça? C'était un family office, on va dire, Voilà, aujourd'hui. voilà, ça vous intéresse pas? J'ai dit, ouais. Alors je parle à mon père, ça va pas? Un fonds de pension américain, quand tu vas mettre un plein d'essence, ils vont le savoir. Ils vont le savoir. Et puis, ils sont venus me voir, mais votre boîte coûte 23 millions d'euros. Moi, mes 4 petites agences, 23 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce que c'est ça? Convaincu mon père, bon, ok, d'accord, on a fait le premier LBO. J'étais bleu à l'époque. Oui. J'étais bleu. En vérité, j'ai touché de l'argent déjà, mes 3 frères aussi, mes 2 frères aussi de l'argent, mais ils ont beaucoup endetté la boîte. Donc en vérité, ils ont très peu eu de cash, ils ont endetté la boîte. Donc c'est moi qui ai fait le boulot, quoi. J'ai envie de faire tout seul. Premier LBO, je vais te faire voir. Pas le deuxième. Donc après, on a touché de l'argent. Je me rendais compte, je gagnais 3 000 francs par mois, 4 000 francs par mois, 2 000 euros, 3 000 euros par mois. Et d'un coup, je me retrouvais avec des sommes importantes. C'est quoi cette magie du LBO? C'est quoi cette magie du LBO? Puis j'ai compris qu'il fallait rembourser la dette. J'aime pas les dettes. Les 5 ans de dette, j'ai remboursé en 2 ans. Tellement qu'on a de l'argent. Ça, c'est la culture de ton père et de ton oncle. Exactement, pas de dette. Pas de dette, c'est un principe. Pas de dette. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Grâce au LBO, j'étais avec Ciparex, hein, et après Rothschild, qui est venu avec, ils m'ont appris à acheter des boîtes. Moi, acheter une boîte, je ne sais pas ce que c'est. Acheter une boîte, bonjour, je vais acheter une boîte, tu te donnes un chèque. Ils m'ont appris à acheter une boîte. Et j'ai acheté, entre 2007 et 2014, j'ai acheté 18 entreprises. On va y venir. Hein, voilà, 18 entreprises. Première étape, 18 entreprises. Et c'est là où a commencé l'aventure du groupe Mariton. Selon toi, aujourd'hui, le plus grand défi pour l'industrie du tourisme en France et dans le monde, c'est quoi? Alors, c'est des choses que je pense, moi, c'est pas forcément l'écologie, tout ça. Peu importe. C'est important, mais c'est pas ça, parce qu'on prend l'avion, quoi qu'il arrive, pour partir en vacances. Hein, on est obligé de prendre l'avion. Mais c'est important. J'ai une théorie très simple. Je pense que c'est à nos chercheurs de trouver la solution par des avions électriques. Et nous, on ne peut pas faire grand-chose. On ne va pas mentir, on ne va pas arrêter de vendre des voyages. On n'a pas le choix de vendre des voyages. Mais c'est vrai que c'est une précaution importante. On fait attention. On fait attention à quel avion on prend. C'est vrai qu'il y a des avions qui sont néo, des avions qui consomment moins. Donc l'importance d'écologie et c'est une prise de conscience importante. Je n'avais pas avant cette prise de conscience. Je l'ai depuis 4-5 ans, cette prise de conscience de l'écologie. Donc c'est important. Mais l'important dans le tourisme futur, c'est le conseil. C'est le conseil. Vendre des voyages, c'est facile. Après, avoir le spécialiste qui vend des voyages qui vous conseille, c'est autre chose. Il faut donc de l'expertise. Je pense que la différence, elle se fait là. Et l'avantage du retail, d'agent de voyage, c'est qu'on crée des gens qui ont de l'expertise. Au début, ils sont jeunes. On leur apprend à faire un ou deux destinations. Chez nous, par exemple, dans mon groupe, chaque agent de voyage est expert de 2 destinations. Si quelqu'un a vécu 6 mois aux États-Unis, elle est expert des États-Unis. Si quelqu'un est né à l'île Maurice et a vécu 10 ans à l'île Maurice, elle est experte de l'île Maurice. Ça, c'est le principe que Voyageurs du Monde faisait avec Jean-François Marial. Exactement. On le fait chez nous, chez Havas. On le fait. Et on entend le vers chez Seito aussi, l'expertise. Et ça, c'est important. Et avec ça, notre métier est sauvé. Parce que ce qu'on a vu depuis le Covid, c'est que les gens reviennent en agence. On le voit concrètement. Pourquoi?
D'abord, maintenant, tout le monde sait qu'en agence, c'est le même prix qu'en sur Internet. Et en plus, il y a l'expertise en plus et le service en plus. C'est important. Nous devenons des conciergeries de voyage. Voilà. Alors, moi, j'ai entendu lors d'une convention Christophe Jacquet, ton directeur général de chez Havas, dire c'est important d'avoir cette expertise et de miser sur l'humain. Je suis très méfiant sur l'IA. Toi, qu'est-ce que tu en penses de l'intelligence artificielle? Alors, comme je dis d'abord, il faut de l'intelligence tout court. Déjà, la vraie intelligence. Après, on passera à l'artificielle. Ça va aider. Mais d'abord, l'humain. D'abord, nos équipes. D'abord, le travel planner. Ça, c'est le plus important. Et après, ils peuvent être aidés. Au lieu de faire un devis en 20 minutes, peut-être on va le faire en 3 minutes. Ils peuvent être aidés. Mais toujours que l'être humain a le pouvoir sur la machine. Ça, c'est indispensable. Ça peut aider, mais ce n'est pas une fin en soi. Je voudrais qu'on revienne sur la croissance, parce que tu l'as évoqué il y a quelques questions. Tu mets régulièrement en garde la profession de ne pas acheter trop et trop vite, d'être très vigilant dans le cadre de cette reprise, alors que si on te regarde aujourd'hui faire, avec ton groupe qui t'accompagne, tu achètes vite et bien, en distribution et en production. Alors, j'ai la chance d'avoir des fonds d'investissement, des gens qui me conseillent et des gens qui mettent de l'argent avec moi. Donc c'est important. Un indépendant qui achète tout seul, il faut qu'il fasse attention parce que c'est avec sa trésorerie qu'il achète. Avec quelle trésorerie? La propriétaire, les acomptes clients, faites attention. Et on a vu souvent dans le passé, hélas proche, des boîtes qui se cassent la gueule parce qu'ils ont acheté trop vite. Avec de l'argent qui ne leur appartenait Avec pas. l'argent, il faut bien C'est ce qu'on appelle la cavalerie. La cavalerie. Il y a l'argent qui vous appartient, vos fonds propres, et l'argent qui ne vous appartient pas, la compte client. Il ne faut pas jouer avec ça. Ça doit être séparé. Chez moi, dans mon entreprise, tout est séparé. Laurent, aujourd'hui, tu as 140 millions de fonds propres et tu as 200 millions d'un compte client. C'est bien, et je ne joue pas avec la compte des clients. C'est la réussite d'acheter, c'est de ne pas jouer. Ou faire des crédits bancaires, à condition d'être raisonnable. J'achète une boîte qui fait 1 million d'EBITDA. Si je fais un crédit de 10 millions, si je dois rembourser 1 million, 3 millions, 4 par an, c'est pas bon. Bien sûr. Voilà. Il faut toujours mettre une partie de fonds propres et une partie de crédit. Jamais tout à la fois. Changement majeur, les habitudes des consommateurs est en train de changer. Les voyageurs, depuis les 5 prochaines années, tu les vois comment, toi, ces voyageurs? Est-ce qu'ils seront aussi forts que tes spécialistes? Est-ce qu'ils vont construire eux-mêmes leur voyage? Comment tu vois cela? Alors moi, je ne suis jamais inquiet là-dessus. Alors tout le monde dit les gens de voyage, c'est fini. Il y a 10 ans, c'est fini, ça n'existe plus. Il y a 4200 gens en France. Il y en avait 4200 il y a 10 ans. Donc c'est pareil. Moi, je crois que ça ne va pas bouger. Je crois qu'on est obligé d'experts. Je crois que quelqu'un va payer sur Internet quoi? Il va payer sur Internet un train entre Tokyo et Bangkok et Singapour. Moi, je ne paierai pas ça. Un hôtel par une société qui est basée en Chine ou à machin. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais que moi, j'aime le service. Je ne ferai pas ça. Peut-être je me trompe. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que les jeunes rentrent dans les agences de voyage. Alors, c'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Je vois mes enfants qui sont issus de l'environnement du monde du voyage, que ce soit Norman ou Nel, mes 2 grands garçons qui sont mariés, posés, etc. J'ai du mal à les faire entrer en agence de voyage alors que j'étais moi-même agent de voyage. C'est normal. Quand ils ont 20 ans, ils sont comme ça. Ils sont moins riches. Quand ils ont 35 ans, ils ont un peu plus d'argent. Ils ne se cassent plus la tête. Donc c'est comme le politique. Tu commences toujours quand tu es jeune à l'extrême gauche, et après tu deviens un peu. C'est comme ça quand tu gagnes d'argent. Donc c'est toujours comme ça. Donc automatiquement, ils vont commencer à faire tout seuls. Après, ils vont dire bon, moi j'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai un boulot, machin, je vais donner ça. Ils vont moins regarder. Et je pense que à l'époque, à partir de 50 ans, on passait par l'âge de voyage. Maintenant, on le voit chez nous, c'est plutôt 40 ans. D'accord. On a des statistiques très précises, on prend toujours d'adolescence, tout ça. On voit qu'il y a, entre 40 et 50, on a gagné des parts de marché par rapport à Internet. Internet, n'oublie pas qu'Internet, c'est une plein de photos, plein d'images, plein de belles choses, même quand les choses ne sont pas belles. Mais après, dedans, il faut rentrer dedans. Et quand il y a trop d'offres, ça tue l'offre. Alors, parmi tes dernières acquisitions que tu as réalisées, est-ce qu'il y en a une qui a changé ton destin, objectivement? Est-ce que tu pourrais... Havas, bien sûr qu'Havas a changé mon destin, Havas. Pourquoi? Parce que ça s'appelait Havas numéro 1 oblige à l'époque au niveau du slogan? Non, je t'explique. Havas. Vas-y. Je ne l'ai pas dit, j'ai mis un peu de gens. Havas. 15 jours avant, 2 mois avant d'acheter Havas, il y a mon fonds Ciparis qui me dit, tu sais qu'Havas est en vendre? La marque. La marque Havas est la société, oui. avec les gens de voyage. C'est Carlson qui vend la marque et TUI qui vend les agences et TUI qui vend la marque Havas. Elle appartient à TUI. Exactement. Pas comment, mais bon, j'ai découvert ça. À l'époque de Jean-Marc Siano, à l'époque, qui avait racheté... Et c'est Isaguirre qui l'a vendu d'ailleurs. J'ai connu Isaguirre pour Corsair.
Ah, d'accord, donc j'ai dit, ok, très bien, mais Laurent, il faut une réponse dans 48 heures. Ça t'a jamais gêné, justement, ces délais très courts à chaque fois? On te dit Dans 24 heures pour acheter un avion. Ça devait être un fonds d'investissement qui devait acheter. Micheline m'a appelé, mais Laurent, tu ne veux pas prendre? J'ai pas envie de faire avec un fonds. Et alors, j'appelle le banquier, il me fallait 45 millions à l'époque d'euros. Et 45 millions d'euros, c'est énorme pour moi. Bien sûr. En 48 heures. J'ai appelé M. Appert. M. Appert, c'est un des présidents de Crédit Agricole. Il m'a toujours fait confiance. Il m'aime bien. Et j'ai la chance de le connaître. Je l'appelle pour toujours qu'on ait des solutions. Attends, il m'a appelé Laurent. J'ai bien compris ton affaire. Tu vas demain soir aller au siège Crédit Agricole à Lyon. Tu vas rencontrer tous mes experts. Tu vas parler. Et on prend une décision après. J'ai rencontré le soir, le lendemain, une quinzaine de personnes, des financiers, pourquoi, machin, toutes des questions qui ont tous aucun rapport avec le voyage, mais c'est pas grave, il fait le jeu. Et puis à la fin, le lendemain, je rappelle, il m'a appelé, bon, ok, tu as un Havas, je te donne l'argent. Voilà, il m'a dit oralement. Ça veut dire que tu dois ça quelque part à Michel Dean, qui a été à l'époque. Michel Dean m'a prosé. Oui. Et il avait quel poste à l'époque? directeur général d'Havas Voyage. D'accord. Voilà, et après, M. Appert, patron du Crédit Agricole, Qui t'a accompagné dans la démarche. Il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance, d'accord? Et ça, c'est important parce qu'il a toujours fait confiance dans mes achats. Il a toujours été là pour les crédits, tout ça. Bon. Donc, après, j'ai Havas, 2 mois d'audit, 1 mois et demi d'audit, rapide, tout ça. J'ai dit, ne me dites pas. J'ai peur de savoir. Si je sais des choses... Ça peut te freiner. Ça me freine. Ne me dites pas. J'ai envie, ne dites pas. J'achète, après je vois. Ça a toujours été ma politique. Je réfléchis jamais. J'ai envie, j'achète, et après je vois après. Je n'ai jamais fait d'erreur pour l'instant. J'ai senti les choses. Donc, le 31 décembre 2016, à 23h40, chez l'avocat, nous signons Havas Voyage. Et j'ai dit, merde, j'ai acheté un Havas Voyage. Le petit Barreto a acheté le gros. Et lendemain... Combien de points de vente à l'époque? 450 avec les franchisés. Et lendemain, ma vie a changé. Il m'a prévenu, Micheline. Le 2 janvier, je vois sur BFM, en bas... En bandeau. En Bordeaux. Descente de police chez Havas Voyage pour une histoire de rugby, de tickets de rugby. Qu'est-ce que j'ai acheté? C'est quoi ce truc? Ça t'a fait peur? J'ai peur, BFM en bas. Après, j'avais Micheline, c'est quoi? Ne t'inquiète pas, c'est rien, c'est rien. C'est une histoire de tickets de rugby, on fait du rugby, non, t'inquiète pas, c'est... Je suis très bien. C'est fini. Après, on m'appelle pour avoir des interviews. Figaro, Le Monde, BFM, c'était ITD, je crois, à l'époque. C'était, je sais pas, et là, tu changes de dimension. Tu vois bien que médiatiquement... Ouais, médiatiquement. Et puis, il y a un mélange. Havas Voyage, Havas, Bolloré, et moi, un mélange clair et net. Et ce mélange est des fois bien, des fois pas bien. Mais il est plutôt bien, pour tout le monde. Donc j'ai acheté Havas Voyage, je rentre dedans. Pendant 2 ans, on m'a dit chut. Je n'osais pas rentrer, j'étais timide. On fait le carve-out, on se sépare de Carlson, donc ça prend du temps. Et puis, je ne sais pas si Havas Voyage gagnait de l'argent ou pas. Il ne gagnait pas d'argent. Ça veut dire que tu as investi avec les conseils d'eux, et pourtant tu ne savais pas exactement ce que tu avais acheté. Je ne voulais pas le savoir. Ça aurait pu être une coquille vide. Oui, je ne voulais pas le savoir. Mais le mot Havas Voyage... Oui, avec du sens pour toi, la marque. La marque Havas avait du sens. Et puis, c'était des boutiques qu'il fallait transformer. Et puis, n'oubliez pas une chose. Plus on achète quelque chose où il y a des choses à transformer, plus c'est rentable. Oui. Parce que si j'achète un truc parfait, comme j'ai acheté une boîte parfaite, il n'y a rien à faire. Donc tu dois amortir. Et tu payes le prix cher en plus. Et tu payes le plus cher. Donc là, c'était pas très cher, Havas Voyage. C'était pas très cher. Donc je l'ai acheté à Carlson Lagoli, à M. Babi, que je vois souvent d'ailleurs. Et puis on s'est mis d'accord. Et puis on a 1 an, j'ai rien fait. Après, j'ai pris un peu le pouvoir au bout d'1 an. Et j'ai transformé à ma manière Havas Voyage, à la manière du groupe Marathon. Donc c'était pas Marathon qui s'adaptait à Havas, c'est Havas qui s'adaptait à Marathon, en rentabilité. Et d'ailleurs, le personnel d'Havas, beaucoup n'ont pas suivi. Qui se fout. Je pourrais... C'est qu'un fou qui se fout, qui comptait combien on payait le casque téléphonique et qui comptait combien coûtait l'électricité, machin, et qui comptait des détails. Permanent. Voilà, un audit permanent. Qu'est-ce que j'ai fait comme économie? Et il y avait déjà un loyer d'1,5 million par an. Un
loyer d'habitants 5 par an. C'est très beau, Havas, cantine, haut de gamme. On est passé à un loyer de 200 000 euros à Sèvres. Bon, j'ai fait 10 millions d'économies. Michel Dean a fait un énorme boulot chez Havas parce que, grâce à lui, Havas existe. Parce que pour que Carson garde Havas, il a éparpillé le chiffre du business travel dans les agences. Donc après, je savais que j'allais engager Christophe Jacquet, qui est un ami d'enfance. Je savais, et je lui ai confié Havas, et il a transformé Havas, et Havas maintenant fait beaucoup d'EBITDA. Voilà. Il faut savoir que Christophe Jacquet n'est pas n'importe qui, mis à part le fait que ce soit ton ami, il a travaillé dans des très grandes boîtes de marques de luxe, il connaissait parfaitement, il ne connaissait pas le tourisme, mais pour autant, il savait gérer une entreprise. Voilà, il est Dior et Ralph Lauren, donc deux entreprises connues, donc il a pris Havas, et ça a bien marché. J'avais commencé à faire le boulot, quand même, de dégonfler, il a fait la suite, et je lui ai donné les rênes d'Havas, et ça se passe très bien, et on est très contents de ça. Laurent, je te coupe, c'est important, je voudrais qu'on fasse le parallèle par rapport à Selectour. Comment tu arrives à la présidence de Selectour et comment tu arrives à faire cette communion entre ces réseaux. Alors après Havas, on a acheté une dizaine de boîtes jusqu'à la semaine dernière, il y en a une dans 15 jours. On va en parler. Alors, j'étais pas très Selectour, moi j'étais Selectour, mais j'étais pas dans les administrateurs, j'étais pas dans ces histoires-là. Je me suis présenté 2 fois, j'étais battu 2 fois, j'étais dernier. Puis il y avait en 2016, il y avait un coup, il y avait 2 grosses bagarres dans Selectour. C'est très poétique, Selectour. Oui. Hein. 2 grosses bagarres. Il y avait le camp des Selectour, le camp d'Afat. 2 grosses bagarres. Oui, c'était les dissidents Afat. Voilà, les dissidents, à l'époque. Et puis moi, j'étais au milieu, je ne sais pas ce que c'était, ni Selectour, ni Afat. Et puis, je me présente par hasard. Je suis élu. En tant qu'administrateur, Selectour. Mais le même jour, il y avait le président de Selectour. C'était en une salle. Et puis, Qui était le président à l'époque quand tu t'es présenté? C'était 2 présidents, je crois que c'était Deboire et Basse ensemble. Je ne me rappelle plus. Franchement, je ne me rappelle plus. Et après, je me dis, avec grande bagarre, je me présente moi. Mais j'ai décidé 2 heures, 3 heures avant. Hein. Présente-moi. Sans aucun appui particulier de ce conseil d'administration. Mais comme la moitié ne voulait pas que ça soit l'autre et ne voulait pas que l'autre, ils sont tous votés pour moi en pensant que j'ai aucune chance. Et j'ai été élu à l'unanimité. Et je me retrouve patron de Selectour. Je ne savais même pas ce que c'était vraiment Selectour. Je savais, c'est que partie, pour moi, c'était un truc de paiement, quoi, un central de paiement. J'arrive dans mon bureau, je vois comme s'organiser, c'est pas possible. On ne distribue pas assez d'argent aux adhérents. Il y a trop de charges au niveau du siège. Du siège, des commissions à gogo, des machins. C'était les administrateurs qui avaient le pouvoir sur le siège. Qui pour autant n'était pas rémunéré, parce que j'étais administrateur de Selectour à l'époque, j'ai jamais été rémunéré. On était défalqués. Ils étaient rémunérés 200 euros, plus des frais, bon bref. Mais ils avaient le pouvoir de Selectour. D'ailleurs, ils ne mettaient pas, je suis patron de ma boîte, je suis administrateur chez Selectour, c'est un titre. J'ai arrêté tout ça du jour au lendemain, ça a fait des grosses bagarres, j'ai tout ça. J'ai fait, je crois, 2 millions d'économies juste d'organisation. Il n'y a plus de commission, plus de machin, tout ça. Puis j'ai vu que ça marchait. J'ai été réélu à qu'une voix près. Puis il y avait en 2007, le congrès à Lyon, où j'ai fait dire Sarkozy. Combien Quelle date 2017, le congrès à Lyon, où j'ai fait dire Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qui est devenu un ami, qui est devenu un ami. Auparavant, tu me l'as fait. Mais c'est toi qui avais animé les questions. Exactement. Et Sarkozy, Nicolas, le président, savait mon problème. Il savait mon problème. Donc j'étais quand même mal au Congrès. La moitié me détestait. Le moitié me faisait confiance un peu. Nicolas Sarkozy a fait un discours, mais tellement exceptionnel, en parallèle avec moi-même, sur il n'y a qu'un patron dans une boîte, il n'y en a pas 2. Ça a tout changé. D'abord, tous mes directeurs, c'est eux qui ont fait des selfies avec Sarkozy, avec Nicolas Sarkozy, les premiers. Et les élections d'après, j'étais élu à 100%, 98%. Donc Nicolas Sarkozy a fait un discours sur comment il doit gérer une boîte. C'est-à-dire qu'il a été fédérateur pour toi. Fédérateur. Il a dit dans ce boîte, il n'y a qu'un patron. Parce que chez Selectour, il y avait 50 patrons. Qui 50 patrons, 50 bagarres. Et puis il y avait la coopérative. Et voilà. Et n'oublie pas que j'ai enlevé toute la politique de Selectour. Il n'y a plus de politique. Mais il fallait aller plus loin. J'étais patron d'Havas, du groupe Barreton, patron de Selectour. Il fallait faire commun tout ça. Commun. Pour être une plus grande force d'achat. Exactement. 6,5 milliards de volume d'affaires. Donc on a créé le GIE achat, qui est quelque chose de très fort, que beaucoup de gens nous envient, parce que c'est un truc qui marche. Et avec ça, on fait des contrats. C'est le GIE. Qui est finalement le patron de tout ça? C'est le GIE. Parce que, comme on a enlevé toute la politique, mon seul objectif, je dis clairement, moi j'ai pas honte de l'argent, mon seul but, c'est que les adhérents gagnent de l'argent.
J'ai distribué en 2025 34 millions d'euros aux adhérents. Est-ce qu'on peut faire le parallèle d'il y a 10 ans, combien il touchait à peu près 7-8 millions d'euros distribués, 34 millions distribués. Donc il fallait, les adhérents sont contents. Hein, j'étais élu là, la dernière fois, j'étais élu à 100%, mais bon, c'est honteux presque, mais bon, j'ai demandé un peu moins quand même. Par contre, je sais très bien que tant que j'en fais gagner de l'argent, ils t'emmerdent pas. Mais c'est normal. Je suis pas là pour faire de. Je suis pas là. Ah, si on s'amuse une fois par an à un congrès, on fait du show et du show business. D'accord. Mais sinon, je suis là que pour gagner de l'argent, C'est mon objectif avec le JE, avec Havas, avec Seitour. Et on fait une équipe exceptionnelle. On s'entend bien. Et le fait que ce soit le même patron, ça aide beaucoup. Bien sûr. Voilà, ça aide beaucoup. Et c'est ça la force du GIE. Mais est-ce que ça ne tire pas justement des jalousies, Laurent, moi qui te connais bien depuis plus de 20 ans, est-ce que tu vois bien dans tous les cas qu'on dit toujours, Laurent, on l'adore ou on le déteste? Est-ce que ça te gêne, ça? Oui, parce que je suis foncièrement gentil. Oui, ça je suis généreux, de mon personnel. Je suis très généreux, oui, ça vient. Il y a des choses méchantes, hein, plus que de la jalousie. Hein. Des petits mots qui sont indignes de la République française. Voilà, pas trop, mais il y a une petite jalousie. Alors, pas chez Seitour, parce que moi, chez Seitour, je vois les votes. C'est secret, les votes. Bien sûr. S'ils ne votaient pas pour moi, j'ai vu 100%, j'ai vu qu'ils sont contents. Mais ailleurs, il y a un peu de jalousie de cette réussite du GIE, de cette réussite un peu. Puis aujourd'hui, on a réussi, mon groupe a réussi parce qu'on refait un LBO je t'annonce, le 15 juillet, on refait un LBO le 15 juillet, un nouveau LBO, avec le même actionnaire américain. Donc c'est quelque chose de propre, mais c'est dû au travail, dû aux équipes, et j'ai toujours respecté mes équipes, que ce soit chez Seitour et chez Havas et chez Bariton. J'ai un super comex chez Seitour et un super comex chez Bariton, et je fais souvent rapprocher ces comex-là pour qu'ils s'entendent. Et tout ça a pondu, a fait ce JEHA avec 6,5 milliards de volume d'affaires. C'est le plus grand GE de France. D'accord, le plus grand GE de France. Et ça, c'est important. Alors, est-ce qu'il existe une acquisition dont tu rêves, Laurent, et que tu n'as pas réalisée? Alors, je sais que tu es actionnaire de Corsair, mais tu pourrais demain être actionnaire d'Air France? J'y suis à titre personnel. Mais des actions personnelles. Oui, voilà. Ça, comme tout le monde en bourse. Non, mais je parle. Non, on n'a pas. Mais est-ce qu'il y a une marque? J'adore Air France. Sache que Air France, c'est ma compagnie préférée. Ils ont un patron exceptionnel. Hein, ils ont des cadres exceptionnels. Et le seul problème que j'ai avec Air France, c'est comment arriver à leur faire comprendre qu'on existe et que nous, on est des alliés d'Air France et pas des ennemis d'Air France. Et encore une fois, on parle de rémunération. C'est ma bataille au quotidien avec Air France. Mais on y arrive. Il y a des négociations, on y arrive. Mais quand on adore Air France, on aimerait qu'elle nous aime un peu. Oui, c'est comme une dispute dans un couple. Quand on aime vraiment la personne qu'on aime, on dit tout et parfois on discute. Air France est super. C'est la meilleure compagnie du monde de très loin. Alors justement, je profite de ça parce que je t'ai entendu pousser un coup de gueule dernièrement dans un congrès. C'est chaud quand même quand tu prends la parole. Hein. Je veux dire, on peut dire que quelque part, tu dis tout haut ce que pensent les autres tout bas. Le problème, il faudrait qu'il y ait plus de gens qui parlent comme moi. Voilà. Et hélas. Ça veut dire quoi, que cette profession n'est pas courageuse? Peu courageuse. Ouais. Peu courageuse. Il faut parler, il faut avoir dire. Et c'est pas parce que je gueule auprès d'Air France sur les rémunérations que tu ne les respectes pas. Que je ne respecte pas. Et c'est la plus belle compagnie. Je prends qu'Air France. Moi, je prends qu'Air France. J'ai même des récompenses Air France. J'ai beaucoup de mags Air France. Je prends qu'Air France. Mais il faut bien savoir, c'est que dans tous les couples, il y a des bagarres. Puis c'est pas des bagarres méchantes, on s'aime. Mais moi, j'ai un problème de rémunération. Je dois me défendre mes adhérents et franchement toute la profession pour qu'Air France nous rémunère. Et ça, c'est important. Tu as le sentiment, et je terminerai là-dessus sur ce thème-là, qu'on travaille plus en étant moins rémunéré? En tant qu'agent de voyage, en tant que... Ce que j'aimerais faire comprendre aux fournisseurs, parce que le fournisseur, chez nous, est aussi important qu'un client, aux fournisseurs, que notre valeur ajoutée est exceptionnelle pour eux. Parce que nous, on vend plus cher qu'eux. Les sites internet, ils vendent le prix des moins chers. Nous, on vend des classes à faire, des premières classes, des premiums, des tarifs chers. Et nous, ça va donc, le jour où j'aurai quelqu'un qui m'écoutera pour ça. Et je pense que Ben Smith écoute. Il m'a reçu plusieurs fois. Il est même venu chez nous. Oui, je sais qu'il est même venu te voir à la PST. Voilà, PST. Il écoute. Et je rends hommage à cette écoute parce qu'il n'y a que lui. Parce que les compagnies étrangères n'ont plus de pouvoir en France. Non. Plus de pouvoir en France. Donc c'est compliqué. Et le jour où ils ont compris qu'on est des alliés et pas des ennemis. En plus, on est français. On est content de faire travailler Air France. Après tout, c'est le forum de la France. C'est notre drapeau. Donc moi, je suis très Air France et fier d'être Air France. Est-ce que tu peux me partager un échec ou une erreur marquante de ta carrière qui t'a appris quelque chose d'important? Je ne parle pas de tes défaites au tennis, je parle de choses concrètes. J'ai dit, j'aurais beaucoup de défaites.
Quelque chose qui t'a marqué, vraiment, qui a été marqué dans le Ah, chez fer Selectour, rouge, oui. quand j'ai perdu une élection avant Nicolas Sarkozy, alors je me dis, c'est pas moi Selectour, c'est pas grave, ma vote marche bien. Oui. J'ai été très vexé quand j'ai gagné par une voix. J'aime bien avoir plus qu'une voix. L'unanimité. Voilà, et une voix, là, et puis on m'a dit, j'étais président toujours parce que j'étais pour 2 ans, donc j'avais pas la majorité au conseil, et j'ai vu quand même que les gens s'en foutaient de l'argent gagné. Pour eux, c'était la coopérative, la politique, le machin. Et c'était mon échec. Par contre, j'ai pu réussir, grâce à Nicolas Sarkozy, à renverser la tendance. Mais c'est mon échec. Après, sur le business, je touche du bois. J'ai pas eu d'échec. J'ai eu la plus grosse crise de ma vie pendant le Covid. Quand mon père est mort du Covid le 3 mai 2020, je suis rentré à l'hôpital le 25 avril parce que j'ai eu le Covid aussi. J'ai eu 2 mois et demi d'arrêt total où je dormais 18 heures par jour. Je faisais un Teams, j'ai connu Teams, avec mon COMEX. Or, je dis un mot, l'argent, trésorerie. Le nerf de la guerre, sa trésorerie. Ne dépensez rien, on fait rien, faites attention, on fait rien. J'étais malade et à un moment donné, je voulais tout lâcher. Quand mon père est mort, quand moi j'étais malade, je ne pouvais pas respirer, j'étais mal, j'étais au lit, j'étais vraiment fatigué. Je regardais la télé, je pense qu'il y avait la télé. Et à un moment donné, j'ai dit, je lâche tout, c'en est marre, je lâche tout. Puis il y a mon père qui m'a dit un petit mot la nuit, un petit mot de mon père, et c'est reparti. J'ai à un moment donné une force, et j'ai embarqué tout le monde, que je sois Selectour et chez Havas pour repartir. Et le 15 juin, j'étais à Paris, tous les hôtels étaient fermés, j'ai été à un hôtel à Paris, face où habitait Enrico Macias, à l'Opéra Hôtel, et là j'ai convaincu tout le monde, on est reparti pour un tour. Mais c'était un moment de doute, le Covid. Alors, ce moment de doute de Covid, je voulais te remercier, moi. Je vais te faire une surprise parce que je voulais te remercier parce que tu as permis à mon père qui vivait à Jérusalem, au mois de décembre 2019, Avant le Covid. avant le Covid, j'ai animé le congrès avec Nicolas Sarkozy à Jérusalem. Tu as fait venir mon père dans le même hôtel où tu as invité mon papa, avec ton papa. Et ils ont vécu tous les deux, alors qu'ils ne se connaissaient pas, un moment magique. Exact, Les je deux, me rappelle. on les a perdus, Voilà. entre guillemets, en 2020. Et je te dois beaucoup pour cela, parce que c'est un moment que mon père n'oubliera jamais grâce à toi. Ça, je voulais te le dire. C'était un beau congrès. Hein. C'était un très très beau congrès à Jérusalem, avec toute la symbolique, Voilà. avec Nicolas Sarkozy et avec nos pères respectifs. Et Enrico Macias, tu te rappelles? Et Enrico Macias, qui était le chanteur préféré de ton papa et du mien. Avec du recul aujourd'hui, il y a une opportunité que tu regrettes que tu n'as pas fait au niveau business? Non, mais il y a le futur. Je m'explique. Aujourd'hui, le gros marathon est trop fort en France et trop petit pour l'Europe. Donc, objectif 25-26, c'est acheter une énorme entreprise en Espagne, en Italie. D'accord. C'est parti. Donc là, on est parti sur la notion de l'Europe. C'est parti, d'Europe. Je ne peux pas, le gros marathon ne peut pas se développer qu'en France. C'est une erreur. J'ai mal joué là-dessus. J'aurais dû. Mais bon, j'allais trop tard, on le fait maintenant. Europe, Espagne, Italie, c'est la priorité. Ça commence. On a eu une discussion hier avec les Américains. C'est parti pour un tour, Espagne, Amérique. Et deuxième chose, ce que j'ai jamais fait, j'ai toujours été nul en Internet, moi. J'ai Internet. Peut-être quand l'ASMIT était avant, j'aurais dû l'acheter. Choses comme ça. Maintenant. Et peut-être que tu n'avais pas les conseillers à l'époque qui étaient des experts qui auraient pu t'influencer. Voilà, et puis, j'ai jamais cru à ça. Le problème, c'est que toutes ces boîtes Internet ne gagnent pas beaucoup d'argent, en vérité. Moi, je suis là pour gagner de l'argent. Pour faire connaître leurs mots-clés, c'est plus que la commission. On gagne peu dans le tourisme. Donc, l'équilibre n'est pas terrible de tout ça. Sauf peut-être voyage privé, ou pour moi, c'est un exemple, voyage privé. C'est un exemple parce qu'ils ont fait une agence de voyage en ligne, donc sans publicité. Voilà. Donc, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je me mette, j'ai mis une équipe là-dessus, trouver quelque chose qui fait qu'on arrive à vendre sur site sans dépenser des milliards. On gagne 13-14% sans voyage. Si on paye 12% de Google, etc., Visibilité, bien sûr. le machin, qu'est-ce qu'on gagne? Le but, c'est pas faire du volume d'affaires. Le but, c'est de la marge. Voilà. J'ai une surprise pour toi. J'ai 2 personnes qui souhaitaient te poser une question. Je vais te le faire écouter et tu vas pouvoir y répondre. Tu as juste à appuyer là et écouter cela. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour toi. Vas-y, prends-le. Hop. Appuie sur play. Ah, mes frères. Laurent, on a une question à te poser. Si tu pouvais prendre la direction d'un autre groupe. Et sans limite, lequel choisirais-tu? Alors,
Je répète la question, c'est important. Hein. Oui. Ça veut dire, tes deux frères qui sont là disent la chose suivante. Laurent, si tu avais donc évidemment la possibilité d'acheter un grand groupe, lequel tu choisirais et sans limite? Ça veut dire que là, on ne parle pas d'argent, on parle de rêve absolu. Une compagnie aérienne. Donc tu vois qu'on revient à Air France, parce que tu es déjà actionnaire de Corsair. Mais j'irais peut-être autrement. Voilà, une compagnie aérienne. Oui, oui, je suis fan d'avion, oui, j'aime bien ça. Corsair, c'est une belle expérience. On attend l'Europe, hein. On attend l'Europe. Corsair marche bien aujourd'hui, hein. Maintenant, on attend l'Europe parce que l'Europe doit valider ce que la France a fait cadeau à Corsair, hein, évidemment. Donc, c'est pas encore gagné à 100%. Oui, oui. Je pense que le lien entre le tour opérateur et l'avion et l'agent de voyage est important. On a trop de problèmes. Et posséder ses propres avions, c'est une chance inouïe. Oui, c'est l'intégration verticale obligatoire. Si c'est bien géré. Bien sûr. TU sait le faire. TU sait le faire. Enfin, TU sait le faire, mais ils ont quand même perdu beaucoup d'argent pendant des années avec les valises qui venaient. Mais Covid aussi. Avant Sinon, le Covid aussi. Mais ils savent le faire. La boîte qu'on va racheter en Espagne, qu'on veut racheter en Espagne, a tout ça. Elle a sa propre compagnie aérienne. Elle a tout ça. Elle a ses hôtels. Voilà, elle a tout ça. Donc c'est l'intégration verticale. Intégration verticale. Mais bon, évidemment, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que, selon toi, l'erreur absolument qu'on ne doit pas faire quand on dirige un groupe en pleine expansion? L'erreur majeure. Aller plus vite que son portefeuille. On ne doit pas faire n'importe quoi. On doit écouter ses cadres, son COMEX. On doit, s'ils sont motivés, parce que c'est qu'il faut marcher à boîte, hein, et on doit écouter les banquiers et ses actionnaires. Si la banque me dit, c'est peut-être beaucoup, et moi je suis très prudent, on doit écouter avant d'acheter une boîte, on doit écouter. Alors les grosses boîtes, quand on achète une boîte à 1 million d'euros, c'est pas pareil qu'à 50 millions d'euros, on doit écouter et faire attention à tout. Ça, tu sais, une chose, tu rigoles, je dis un truc, quand je vais dans une boîte, je regarde pas les tableaux Excel. Si les toilettes sont propres déjà, comme dans un restaurant. C'est 20%, 30%. C'est que c'est bien, la boîte est bien tenue, déjà, dans les détails. Et voilà, donc il faut être prudent et surtout pas avoir de l'ego. D'acheter pour acheter. Comme certains ont fait il n'y a pas si longtemps que ça. Acheter pour dire, je vais être comme lui. Je vais être comme lui. Moi, j'ai fait ça en 20 ans. Et 20 ans avec des fonds d'investissement, avec des capitaux, avec des choses comme ça, doucement, et des remboursements structurés. Là, je fais un elbow, je dois rembourser 20 millions par an. C'est une somme. C'est le maximum que je peux faire. J'ai dit, on fera si je peux avoir 20 millions par an. Parce que si on gagne 70 millions d'EBITDA, il y a 20 millions d'impôts, 20 millions, puis je donne du cash pour acheter les boîtes. Donc 20 millions, c'est le maximum. J'ai dit, ma limite, c'est 20 millions, aujourd'hui. Donc voilà le elbow qu'on fait. Mais bon, une chose aussi qui est vraie, il faut être endetté. Si Fram avait aucune dette au dépôt de bilan de Fram, si ils avaient des dettes, ils n'ont pas déposé bilan. Hein. Bien sûr. Et quand tu as des dettes, les banques te suivent. Il faut être bon aussi, hein, mais c'est important d'être endetté. 2 mots-clés te concernant, prudent et impulsif. C'est comme ça que moi je te résume. Est-ce que ça te va? Prudent, impulsif et un troisième, généreux. Oui, je partage. Ça, mais c'est important parce que oui, je partage les fruits de la croissance. D'accord. Je partage. Hein. Chez moi, ils vont, toutes les personnes à toucher des sommes d'intéressement assez énormes là, dans un mois. Et je suis content. C'est pas une angoisse. Mais c'est pas une angoisse. Je suis content. Mes cadres aussi, je suis content. Tous ceux qui ont actionnaire chez moi, j'ai 200 salariés actionnaires. Ils vont toucher dans un mois des sommes et pas des petites sommes. Et je suis content. Moi, mon plus beau cadeau, c'est faire des cadeaux. Depuis longtemps, tu entretiens des liens particuliers avec la Tunisie. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce pays? Parce que tes parents sont d'origine tunisienne, même s'ils sont... C'est les liens commerciaux. Hein. Le principal, c'est la Tunisie, c'est beaucoup d'avions au départ de France, c'est beaucoup d'hôtels, donc c'est facile d'avoir des choses. On a des liens depuis 25 ans avec des patrons d'hôtels exceptionnels. Hein. C'est des amis maintenant, ces patrons d'hôtels. Hein. Mourad, Orange Beach, Garden. Donc on a créé une dizaine de Naya Club là-bas. Mais c'est... Alors la Tunisie, j'ai changé. Je faisais du bon marché, il y a 15 ans, 20 ans. Maintenant, je fais du bien. C'est-à-dire que je vends que le bien de la Tunisie. Les beaux hôtels, les bonnes choses. Alors, je fais 100 000 packs, ça en fait que 30 000, peut-être, mais je fais 30 000 de qualité. Plus de litige. Voilà. Donc, la Tunisie a tout à prendre. J'ai pris le meilleur de la Tunisie. Et peut-être, je ne suis pas moins cher, mais j'ai pris le meilleur. Les gens qui vont un séjour avec nous, ils sont contents.
Est-ce que franchement, les origines de tes parents ont influencé justement ta position sur la Tunisie objectivement? D'abord, la Tunisie est venue par une personne, tu connais Philippe Le Fur, Oui. voilà, qui m'a présenté, qui a dit on va faire la Tunisie. Il travaillait chez moi à un moment donné, et je l'ai écouté. Il m'a présenté la bonne personne, Moudji Barbouchi, que tu dois connaître, et les bons hôtels. Donc c'est parti tout seul. Mais c'est vrai que ma mère adore la Tunisie, qu'on aime bien. C'est une ambiance très sympathique, et ils sont très gentils, les Tunisiens. Ils sont très très gentils. On va revenir sur quelque chose qui est important, c'est la PST, c'est la garantie financière de la profession du tourisme. Tu es le seul, depuis que je connaisse, parce que je connais cette profession depuis 30 ans, et j'ai souvent évidemment communiqué pour la PST, tu es le seul à avoir un bureau attitré à la PST. C'est quoi ton rôle là-bas, et pourquoi tu t'investis autant? Alors, d'abord, je ne suis pas avoir un poste pour avoir le poste. D'accord? Il faut savoir que j'ai été de la PST avec un nombre de voix énorme, puisque j'étais par rapport au deuxième, j'ai 300 voix plus que le deuxième. Mais je ne connaissais pas Moutas à l'époque très bien. Puis je ne voulais pas prendre une présidence. Tu en as suffisamment? Oui. Et Moutas, ça lui faisait plaisir, Ouais. en plus. Donc j'ai ça à Moutas. Mais ce n'est pas parce que président, vice-président, que les rôles ne sont pas les mêmes. Donc c'est un deal qu'on a ensemble, on fait tout ensemble. Alors moi, vous savez, la PST, moi, je ne peux pas être un poste pour attendre que ça se passe. Je ne sais pas faire. Donc déjà, j'ai vu 3 choses. J'ai vu que l'argent dormait dans des comptes. Donc toi, tu as voulu le faire fructifier, voilà, je te connais. j'ai changé les banques. Et je crois qu'on a gagné presque 2 millions d'euros l'année dernière de produits financiers. Donc ça, c'est important que je change les banques. Je gère l'argent de la PST, je gère les banques, tout ça. Et c'est très bien. Bon, alors, on avait des taux très importants, maintenant un peu moins bons. On va moins gagner que l'ANA, mais sûr. tout ce qu'on peut, chaque euro qu'on prend, on peut prendre. Après, il y a une chose qui a toujours choqué la PST, et je vois chez Base des Tours, c'est que les gens donnent leur maison en garantie. Ça, je ne supporte pas. La PST, c'est quoi? C'est une garantie financière. On n'est pas là pour gagner de l'argent. On est là pour subir des catastrophes, mais le principal, c'est que les rentrées sont plus fortes que les sorties. Hein? On n'est pas but lucratif. Non, mais c'est ce qu'on appelle le gendarme financier. Gendarme financier. Mais on doit prendre quelques risques. Quelques risques. Pour moi, une agence de voyage qui a des fonds propres positifs, qui fait des bidas, qui a un 0+, et qui a une trésorerie propre, pourquoi on va lui prendre sa maison? Pourquoi voulez-vous qu'on ait une épingle d'Amoclès sur la tête? C'est pas possible, ça. Et j'ai passé une loi déjà, il y a 3 ans. Tous ceux qui ont de moins de 2 millions de volume d'affaires tourisme ne paieront que 10 000 euros de compte garanti. Mon objectif, si le conseil me suit, l'administration, c'est de passer de 2 millions à 4 millions. Ça va pour 1000 agents, pour 1000 sociétés, ça va être le cas pour 1000 sociétés. Tu vas donc les soulager pour les aider à mieux se Exactement. développer. Alors, pas n'importe qui. Celui qui est mauvais, Bien sûr, ouais. bien sûr. Celui qui est positif, pourquoi on va lui faire un stress supplémentaire? Quand tu déposes bilan d'une boîte, l'État ne te prend pas tes biens personnels. Pourquoi tu veux que l'APST prenne les biens personnels? Ça, je vais me battre. 2 millions, j'ai réussi. 4 millions, je vais me battre avec le conseil. Peut-être le conseil est d'accord avec moi. J'ai promis à Moutas qu'il n'y a pas de une fois moi. J'ai promis à Moutas que je ne me présenterai pas comme président, donc il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un ami, Moutas. C'est lui un ami. On s'entend bien, il n'y a pas de problème. Emmanuel aussi un ami. On forme un trio superbe. Hein. On a un super conseil d'administration. Et on décide ensemble les choses. Et c'est important. Et on va plus loin. Peut-être je donne une impulsion peut-être supplémentaire que la PST n'avait pas avant. On n'est pas seulement un gardien des institutions, on a un gardien pour aider les gens. On doit aider les gens. Cette notion Voilà. d'accompagnement, c'est quelque chose d'important pour toi. Très important. Et surtout, pas emmerder le monde. Pas emmerder le monde. Il n'y aura pas de Thomas Cook tous les ans. Hein. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est il n'y a vrai, pas de c'est tous les ans. important. Voilà. Un Thomas Cook, c'était imprévu. On sait les problèmes qu'on peut avoir, on est au courant, mais on est très prévoyant. Puis le but, c'est qu'on ait 4 millions de trésorerie pour pouvoir avoir un deuxième Thomas Cook à 45 un jour. Et par contre, on doit prendre des risques. Alors, on doit prendre des risques. On ne doit pas être très dur. On doit prendre des risques. On doit aider les gens. Voilà. Je vais te poser une question sur, évidemment, un réseau qui me touche beaucoup, hein, c'est Selectour. C'est le 50e congrès. Tu as décidé de le faire en Afrique du Sud. J'aimerais justement, du 24 au 29 novembre 2025, pourquoi tu as choisi cette destination? Pourquoi je te dis ça? Parce que, précédemment, tu as fait le Qatar. L'année d'avant, la Jordanie, c'était quand même assez courageux dans des périodes géopolitiques un petit peu tumultueuses. Amir Avadulé, d'ailleurs, je me rappelle. Oui, exactement. Donc, pourquoi l'Afrique du Sud? Alors, il faut bien Pour savoir, Selectour. je vous dis la vérité, on ne choisit pas un congrès par rapport à une volonté. C'est par rapport au budget des offices de tourisme. Un congrès Selectour coûte très cher, presque 2 millions d'euros. Il doit être équilibré. Donc, on a besoin de sponsors. Et quand on fait un appel d'offres, l'Afrique du Sud a répondu.
Donc, et puis c'est une belle destination. Oui. Et puis les gens voulaient du soleil au mois de décembre. Vous voulez du soleil. Là, il fera 30 degrés. Tu sais, Cap Pas Town, de décalage horaire. pas de décalage horaire. L'avion un peu long, mais c'est comme ça. On a 2 avions spéciaux. C'est un mélange de Beverly Hills et Saint-Tropez, Cap Town. Donc, ça va être très sympa. Puis les gens, c'est très sympa. Mais il est vrai que on ne choisit pas par rapport à la destination, on choisit par rapport au budget. Ça, c'est une vérité. Hein. Je peux dire, j'adore, non, par rapport au budget. Et je peux dire qu'en exclusivité, que l'année prochaine sera Prague. Génial. Voilà, tu le sais en premier. Ah bah, Ça se écoute, disait ce matin. Voilà. Ok. Voilà. Laurent, je vais te passer au scan, je vais te poser des questions courtes, mais je veux des réponses courtes aussi. Ok? On y va. Mer ou montagne? Mer, Ville ou campagne? ville, Livre ou série? série. T'as des séries d'ailleurs en ce moment? Moi, je suis Asvin. Moi, c'est Oh, Colombo. non, oublie la notion Alors, d'Asvin. moi, c'est Colombo. Là, je revois les 300 épisodes de Chapeau Colombo de cuir dans les avions. Dans les avions, c'est long. Je prends beaucoup l'avion, donc je vois Chapeau de une heure. Ouais. L'avion, 2 heures. J'ai deux épisodes. Hélas, après 90, je suis très mauvais. D'accord, ok. Sport ou découverte? Alors, je me suis mis au sport depuis 6 ans. Tous les matins, je fais 1 heure de piscine. D'accord. Tous les matins depuis 6 ans. C'est mon seul sport que je fais, mais c'est le sport où je m'ennuie pas. Parce que j'écoute le CNews et je nage en même temps. D'accord. Voilà, ça, pendant 1 heure. ça te vide l'esprit. Voilà, Europe ou hors Europe au niveau des voyages? le 2. Les deux? Ouais. Avion ou train? Là, je sais que c'est délicat. Avion. Avion quand on traverse les montagnes, quand on a les mers. Enfin, Mais- quand tu fais Lyon-Paris, tu Ah fais non, c'est train. C'est train, on est Ah, d'accord. dans tout ce que je prends le train, je prends train. Mais des fois, pas aller à New York, on peut pas y aller. Mais j'ai pris conscience de l'écologie. Je l'avais pas avant. J'ai pris conscience depuis quelques années. J'ai pris conscience. C'est vrai que c'est important. Et par contre, il faut savoir que c'est important si le monde entier le faisait. Si que la France, ça va pas, il faut que la Chine, l'Amérique, tout ça, hein, c'est un problème. Dernière question. Question cœur. Olympique Lyonnais, Saint-Étienne. Olympique Lyonnais. Il n'y a pas photo. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien avec Jean-Michel Aulas. Je m'occupe de. Alors, Jean-Michel Aulas a vendu, Oui. d'accord. Je m'occupe de l'équipe de l'OL pour les déplacements professionnels. Comme je Oui, l'ai fait moi à l'époque avec les Girondins de Bordeaux. Ouais. voilà, donc c'est très. Et puis on a une loge là-bas d'ailleurs. Donc c'est l'Olympique Lyonnais. Si tu devais faire un dernier voyage, ce serait lequel? Ton dernier voyage, Avant de mourir. Oh là là, quelle angoisse. ça serait où? À refaire éventuellement. Peut-être en Israël. En Israël? Ouais, peut-être, ouais. C'est important. Bah oui, c'est important, peut-être en Israël. Laurent, je voulais vraiment te remercier de te laisser embarquer dans cette classe affaires. Ça a été un moment vraiment privilégié pour nous tous. Je vais tout simplement dire à nos téléspectateurs de détacher leur ceinture et de reprendre leur activité. Merci Laurent, c'était un Merci vrai Bernard. plaisir. Merci. Bye bye. Bye.